Merci beaucoup pour ces quelques mots et pour nous avoir réaffirmé ces pratiques qui nous sont chères. Nous allons accueillir sans plus tarder Madame Sandrine Nosbé, qui est députée de la France Insoumise pour la 9e circonscription de l'Isère, spécialiste des questions relatives au logement. Merci beaucoup. D'abord, je voulais remercier, vous saluer et vous remercier d'être là ce soir et remercier notre ami l'avocat pour les mots qu'il vient d'avoir. Effectivement, je suis, oui, députée de la France Insoumise, mais ça ne m'empêche pas, oui, évidemment, je tiens cette ligne. Si je suis à la France Insoumise, c'est parce que j'adhère à la ligne et au programme de la France Insoumise. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, quand je me rendais à des manifestations, ça m'étonnait toujours de voir qu'on n'était pas plus nombreux. Parce que vraiment, à chaque fois, quand on se dit que c'est notre humanité qui est assassinée en Palestine, quand on voit ce qui se passe et quand on regarde en arrière dans notre histoire, on devrait être des millions dans la rue. Des millions dans la rue. Et vraiment, je vous remercie. Donc moi, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour soutenir la liste Dessine Insoumise menée par Nicolas Thierry. Alors oui, nous sommes à quelques jours du premier tour des municipales, qui est, je pense, la plus politisée, dans les élections municipales, la plus politisée qu'on ait vécue depuis des lustres. Et je voudrais commencer par dire que toute élection est importante. Car à chaque élection, vous, électeurs, électrices, choisissez par votre vote les représentants destinés à occuper une fonction en votre nom et que surtout, ce choix doit se porter sur un programme. Ce soir, on vous l'a dit, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur à la France Insoumise, c'est le logement. C'est un sujet majeur, car le logement est le premier poste de dépense des ménages les plus modestes. D'abord, je voudrais rappeler une déclaration d'Emmanuel Macron, tout fraîchement élu en 2017. Il disait « Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des hommes et des femmes dans les rues. » 9 ans plus tard, des personnes dorment toujours à la rue et la rue tue toujours autant. En 2017, il y avait 140 000 personnes sans domicile fixe dans notre pays. Aujourd'hui, elles sont 350 000, dont 20 000 qui sont dans la rue, notamment plus de 2 000 enfants. En 2017, 475 personnes sont mortes à la rue. En 2024, c'est 912 personnes, selon le collectif des morts à la rue. Et cet hiver, parmi les victimes du froid dans la rue, la plus âgée avait 93 ans et les plus jeunes avaient quelques jours. Alors voilà, c'est le résultat de l'inaction d'Emmanuel Macron. Alors quand, il n'y a pas très longtemps, le 23 janvier dernier, son Premier ministre, Le Cornu, annonce un plan de relance du logement avec comme objectif la construction de 2 millions de logements d'ici à 2030, alors que depuis 2017, ces gouvernements successifs n'ont rien fait, vraiment, je me dis, ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Il est temps de les dégager toutes et tous. En plus, lors de cette annonce, le Premier ministre n'a eu aucun mot pour les morts à la rue. Il n'a eu aucun mot pour les sans-abri. Quelle honte, mais quel mépris. Visiblement, cela ne choque pas ces gens, c'est le gouvernement, ces macronistes et ces gouvernements d'Emmanuel Macron, de voir qu'en France, des personnes meurent de la rue, la France, la 7e puissance économique au monde. Alors que ces morts auraient pu être évitées et auraient dû être évitées, puisque cela n'est pas une fatalité, mais un choix politique. Ils auraient pu être évités d'abord grâce à l'ordonnance du 11 octobre 1945 sur la réquisition des bâtiments vides qui permet à l'État de réquisitionner des logements vides depuis au moins 6 mois
pour loger des personnes sans abri, mal logées. Et je rappelle que cette ordonnance n'a pas été utilisée depuis 1999. Puis du côté des maires, les articles 131.2 et suite du Code des communes leur accordent le pouvoir de police qui porte notamment sur le soin de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours afin de prévenir tout risque de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire que les maires peuvent réquisitionner temporairement des logements vacants pour des familles sans abri dans des cas d'urgence et à titre exceptionnel, par exemple lors d'une catastrophe naturelle, d'un sinistre ou d'une mise en péril. Une demande est alors instruite par le maire ou le service municipal du logement, s'il existe, et est transmis au préfet. On compte en France 3,1 millions de logements vacants, dont 1,2 sont vides depuis plus de 2 ans. Alors imaginez-vous, 3,1 millions, soit 10 fois plus que les personnes sans abri, et le triple en mètres carrés de bureaux vides, utilisés comme outil de spéculation par les banques ou par les fonds d'investissement. Donc la réquisition est un dispositif qui permet de sauver des vies. Alors je vous le dis, une mairie insoumise utilisera son pouvoir pour mettre à l'abri des personnes à la rue. Voyez-vous, le fait que 350 000 personnes soient sans domicile fixe aujourd'hui, que 2,9 millions de ménages sont en attente d'un logement social et qu'en même temps, 3,5% des ménages possèdent 50% des logements locatifs, c'est symptomatique d'une politique néolibérale qui tend à marchandiser le logement en le raréfiant dans le social pour renforcer la spéculation immobilière dans le privé. La Fondation pour le logement des défavorisés estime à plus de 4 millions les personnes considérées comme mal logées. Près d'1 million de personnes n'ont pas de domicile personnel et 100 000 vivent dans une habitation précaire toute l'année. À côté de cela, les aides à la construction de logements sociaux baissent d'année en année, entraînant inévitablement la baisse de l'offre de logements disponibles et de logements sociaux disponibles. Et je rappelle en passant que le projet de loi de finances de 2026 prévoit une baisse du budget du logement de moins 4,9%, alors qu'il avait déjà baissé en 2025. Donc vous imaginez, quand on entend Le Cornu qui parle de relance du logement, bon, moi j'ai envie de dire parole, parole, parole. Et dans le même temps, dans le parc locatif privé, les multipropriétaires, eux, accumulent toujours plus de biens. En 2022, 9,7 millions des ménages sont multipropriétaires, soit 14% de la population, et détiennent 65% du parc de logement. Alors vous voyez, tous les ingrédients sont réunis pour que le secteur du logement dysfonctionne. La demande dans le social étant supérieure à l'offre dans le privé étant concentrée dans les mains de quelques-uns, qui font la pluie et le beau temps, si bien que les logements sont inaccessibles aux ménages les plus modestes. On parle alors de crise du logement. Moi, je dirais que cette pénurie du logement est organisée. Une autre facette de cette crise du logement organisé, ce sont les expulsions. Aujourd'hui, 1 locataire sur 5 est en situation d'impayé, selon l'Union sociale pour l'habitat. Et 1,1 million de personnes sont des travailleurs pauvres. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui travaillent, mais qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et pour cause, entre 2017 et 2023, 1,2 million de personnes supplémentaires sont devenues pauvres. Tandis que dans le même temps, depuis 2017, les 500 ménages les plus riches ont doublé leur fortune.
Et c'est dans ce contexte que les expulsions locatives augmentent. En 2024, il y a eu plus de 140 000 procédures d'expulsion locative qui ont été engagées et 24 556 expulsions effectives avec le concours de la police, c'est-à-dire plus 29%. Donc c'est ça la France d'Emmanuel Macron, les pouvoirs publics qui font le choix de mettre à la rue au lieu de mettre à l'abri. Donc la liste des signes insoumises prévoit de développer des outils de prévention contre les expulsions locatives. Donc vous aurez compris, la pénurie de logement social qui est organisée renforce la spéculation immobilière dans le but manifeste de faire du logement un bien marchand comme un autre. Le logement est ainsi devenu une dépense pour les uns et un revenu pour les autres. C'est pourquoi il est de plus en plus urgent de lutter contre la rente immobilière dans nos villes et la marchandisation du logement. Car le droit au logement est bien plus qu'un besoin économique, il est lié à la dignité humaine et est à ce titre un droit fondamental. Et c'est dans ce sens que j'ai déposé une proposition de loi en mars 2025 pour inscrire le droit au logement dans la Constitution, qui est d'ailleurs une mesure qui figure dans le programme L'Avenir en commun. Bien sûr, il existe plusieurs dispositifs aujourd'hui pour garantir le droit au logement. Il y a la loi dite SRU, relative à la solidarité et au renouvellement urbain, qui date de décembre 2000, et qui impose aux communes de certaines tailles de consacrer 25% de leur parc de résidence principale aux logements sociaux, pour ainsi garantir la mixité sociale et la solidarité territoriale. Mais malheureusement, cette loi n'est pas respectée par beaucoup de communes, deux tiers des communes. Et en 2023, on comptabilisait jusqu'à 1031, parmi les 1031 communes concernées par cette loi SRU, 659 qui ne respectaient pas le quota de logements sociaux. Donc il va sans dire qu'une commune insoumise respectera la loi SRU et mettra en place le permis de louer pour lutter contre les logements insalubres et les marchands de sommeil. Puis, il y a la loi DALO pour le droit au logement opposable de 2007, grâce à laquelle l'État a une obligation de résultat concernant l'accès au logement. Bien qu'ayant le mérite d'exister, cette loi est malheureusement très difficile à mettre en œuvre et donc très inefficace dans la pratique. Alors, une commune insoumise peut accompagner les habitants et les habitantes dans leur démarche de DALO afin de les aider à pouvoir obtenir un logement grâce à cette loi. Enfin, il y a la loi Elan de novembre 2018 qui est relative à l'expérimentation de l'encadrement des loyers. Cette expérimentation qui permet donc de limiter la hausse des loyers en harmonisant les prix. Alors ce dispositif a été très efficace et il a fait ses preuves. Il a été expérimenté dans 69 communes et il a vraiment prouvé son efficacité. Je donne un exemple. À Paris, par exemple, là où il a été mis en œuvre, il a permis à des locataires de faire une économie de 141 € par mois. C'est pas rien. Ça représente donc par an 1 694 € sur cette période si le dispositif n'avait pas été mis en place. Donc, dans un contexte de marchandisation du logement, il est essentiel, absolument nécessaire, d'encadrer les loyers. Donc, une mairie insoumise encadrera les loyers afin de les rendre accessibles à toutes et tous. Alors, je veux ici que vous compreniez bien le fond de ma pensée, le fond de la pensée de la France insoumise. Moi, quand je parle de crise du logement organisée et de marchandisation du logement, c'est pour souligner que tout ceci, c'est le résultat de choix politiques et qu'il n'y a pas de fatalité. Je prends l'exemple de la ville de Vienne en Autriche, capitale d'Autriche. Elle loge 62% de ses habitants dans des HLM. La municipalité détient en propre 440 000 habitations
habitation sociale et ne connaît pas de crise du logement. Donc bien loin du modèle du tout propriétaire tant vanté en France. À la France insoumise, vous l'aurez compris, nous voulons sortir le logement de la spéculation et de la politique capitaliste, de la logique capitaliste. Et pour ce faire, nous pensons que nous pouvons aller encore plus loin, notamment dans l'encadrement des loyers tel que prévoit le dispositif actuel. Qu'il faudra renforcer en rendant obligatoire cet encadrement des loyers, puisqu'actuellement, il est mis en place que sur le volontariat. Ce sont les communes qui veulent bien appliquer l'encadrement des loyers qui peuvent le faire. Il faudra donc le généraliser et rendre effectif sur l'ensemble du territoire. Car pour l'heure, le dispositif permet uniquement d'empêcher la hausse des loyers, mais il ne permet pas de baisser les loyers. Donc c'est l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée avec quelques collègues de la France insoumise, qui est évidemment co-signée par tout mon groupe, et qui propose donc notamment de renforcer le contrôle sur les sanctions, de geler les loyers pendant 4 ans afin de lisser les loyers sur tout le territoire, et ensuite d'encadrer afin de garantir une baisse des loyers. Cette proposition de loi, on prévoit aussi de rendre obligatoire la déclaration de mise en location sur l'ensemble du territoire, puisque effectivement, actuellement, il y a des communes qui appliquent donc un permis de loyer, de louer, mais ça n'est pas obligatoire. Et enfin, dans cette proposition de loi, nous visons aussi à supprimer le complément de loyer. Vous savez, c'est cette possibilité pour les propriétaires d'augmenter leur loyer en fonction de la position géographique de l'appartement, s'il y a une belle vue sur un site particulier. Alors qu'en fait, cette particularité, ce complément de loyer, dans les faits, permet de contourner le dispositif d'encadrement des loyers. Donc ce sont là des mesures d'intérêt général qui sont soutenues par les acteurs du logement, tels que le DAL ou la Fondation pour le logement des défavorisés. On peut aussi agir en amont, c'est-à-dire dès le programme national de rénovation urbaine, qui est mis en œuvre par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, qui, dans les faits, participe, ce n'est pas intuitif, mais dans ce programme de rénovation urbaine, participe de l'aggravation de la pénurie de logements avec sa logique de démolition-reconstruction des logements sociaux. Je vous explique, il se trouve que la Cour des comptes a montré dans un rapport daté de 2020 que sur les 250 000 logements neufs prévus dans ce programme, à peine plus de la moitié avait été construite, alors qu'entre 2004 et 2021, plus de 164 000 logements avaient été détruits. Donc, ce qui représente une perte sèche de 22 000 logements sociaux. Donc, vous admettrez que dans un contexte de pénurie de logements, c'est complètement absurde. C'est pourquoi mon collègue député du Rhône, Abdelkader Lamar, qui est ici présent, a déposé une proposition de loi qui vise à privilégier la rénovation avant tout et de conditionner les démolitions à un avis favorable des habitants concernés par référendum. Cette loi, qu'il a rédigée avec le collectif Stop Démolition, vise à mettre fin à cette logique pour lutter contre l'éviction des habitants et des habitantes historiques et pour valoriser le patrimoine. D'abord, il faut savoir que détruire un logement au bout de 50 ans, alors que son coût de construction est amorti et dont la durée de vie moyenne est estimée entre 150 et 200 ans, c'est détruire le patrimoine des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Mais c'est aussi cette logique de démolition systématique sans chercher à rénover, c'est d'un point de vue écologique une aberration. Enfin, démolir représente également un préjudice économique important pour les habitants et les habitantes. Car c'est grâce
à la richesse produite par les travailleuses et les travailleurs que la construction de ces quartiers a pu être financée dans la deuxième moitié du XXe siècle, notamment via le dispositif 1% logement. Mais c'est vrai, après tout, c'est une question qui n'est jamais posée. Pourquoi des familles qui vivent depuis plusieurs années dans un même immeuble, un même quartier, n'auraient-elles pas le droit de choisir là où elles veulent vivre? Parce qu'elles sont locataires? Donc j'ai essayé, en dressant l'état du logement dans le pays, d'exposer aussi les différents leviers disponibles pour lutter contre la marchandisation du logement et pour garantir les dispositifs qui existent pour garantir le droit au logement et un logement abordable et digne à toutes et tous. En résumé, une commune insoumise appliquera la loi SRU, elle encadrera les loyers, elle contrôlera la bonne application de l'encadrement des loyers et elle luttera contre la précarité énergétique et l'habitat indigne en mettant en place un permis de louer. Et enfin, une commune insoumise ne gentrifiera pas ses centres-villes, comme c'est le cas dans beaucoup de communes, et notamment dans les communes qui se disent de gauche. Parce qu'une gentrification, ça consiste, au motif d'embellir le centre-ville, de reléguer donc les habitants de ces quartiers à l'extérieur, à la périphérie des villes, et puis une fois que le quartier il est rénové, les loyers ils sont plus élevés, puisqu'on justifie par des travaux de rénovation, et donc les habitants qui ont été déplacés ne peuvent plus réintégrer leur logement. Et puis on a gentrifié, on a embelli, mais on a surtout déplacé, relégué les habitants historiques de leur quartier. Donc je voudrais terminer sur 2 points. Le premier point concerne les listes sans étiquette. Alors je ne sais pas si on a ici à Dessines. Voilà. Alors à l'heure où le libéralisme nous mène droit dans le mur, voir ces listes souvent nombreuses au municipal se prétendre sans étiquette ou apolitiques, c'est une totale hypocrisie que je voudrais démontrer ici. Car comment est-ce qu'on peut prétendre briguer une mairie et prétendre ne pas faire de la politique? Je vais vous donner un seul exemple. Aux élections sénatoriales, où le vote est obligatoire sous peine d'amende, les élus municipaux, dont les maires, sont appelés à élire des sénateurs et des sénatrices et doivent donc se positionner politiquement. Et vous irez voir la composition du Sénat, ça n'existe pas groupe sans étiquette. Le Sénat est en grande majorité de droite conservatrice. Si bien que je vais vous donner un exemple, mercredi 25 février, le Sénat a dû se positionner, a dû se prononcer sur la nationalisation d'ArcelorMittal. C'est une nationalisation qui est demandée par les salariés, demandée par les syndicats, qui pourrait sauver des milliers d'emplois, et notamment de préserver notre souveraineté industrielle, puisque la métallurgie, c'est la mère des industries. Alors, cette nationalisation, elle a été votée et adoptée à l'Assemblée nationale en décembre 2025, en novembre 2025, lors de la niche parlementaire de la France insoumise, et en février dernier, le Sénat, les sénateurs et les sénatrices, LR, macronistes, sont opposés à cette nationalisation. À noter que l'ERN a brillé par son absence. Aussi, je vais vous donner un petit conseil, et j'espère que vous allez aussi le donner autour de vous. Méfiez-vous des listes qui se disent sans étiquette. Derrière elles se cachent des personnes rattachées en réalité à des partis politiques qui participent de l'appauvrissement et du déclassement de la France, en soutenant des lois qui dégradent nos services publics, qui creusent les inégalités et qui rognent nos libertés et nos droits fondamentaux, et s'inspirent du programme du Front National. Le deuxième et dernier point que je voulais évoquer avec vous a trait à ce qu'est être insoumis.
On entend parler des insoumis, voilà, les mélanchonistes. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'être insoumis? Ce n'est ni une posture de radicalité, ni du mélanchonisme béat. Être insoumis, c'est faire le choix de s'insoumettre au dogme libéral, au capitalisme, qui ne répond pas aux inégalités sociales, mais qui les aggrave, qui ne répond pas aux urgences climatiques, mais qui, au mieux, les minimise, au pire, les ignore, et détruit la biodiversité et notre écosystème. Être insoumis, c'est construire la nouvelle France à l'image de ce qu'elle est, et réellement, dans toute sa richesse et sa diversité. C'est combattre l'image fausse d'une France blanche et chrétienne qui n'existe que dans les fantasmes de l'extrême droite, en luttant fermement et avec détermination, toujours, contre le racisme, l'antisémitisme, l'islamophobie, le sexisme, l'homophobie, la LGBT-phobie, la transphobie, bref, toute forme de discrimination contraire à nos principes républicains de liberté, d'égalité et de fraternité. Et cette insoumission, elle se décline dans la vie de tous les jours, en politique nationale et à l'échelle de la commune. À la France insoumise, tous nos candidats, comme Nicolas Thierry, ici à Dessines, portent un programme de gauche, de rupture, écologiste, féministe, antiraciste et antifasciste. C'est clair, c'est dit, c'est assumé. Et à mes yeux, c'est pareil. C'est clair, c'est dit, c'est assumé. Alors, Dessinoises et Dessinois, si vous souhaitez une alternance à Dessines les 15 et 22 mars prochains, votez et faites voter Nicolas Thierry.